Bonsoir, messieurs et dames. Merci de nous rejoindre à ce 20h sur True TV. Rendez-vous d'information dont voici les titres. Scrutin couplet de 2020. L'audit du fichier électoral a été lancé. C'était ce matin à la CENI en présence de la majorité présidentielle, de l'opposition et des représentants des partenaires techniques et financiers. Et puis gestion du fret. Le ministre des Transports donne sa part de vérité sur la crise qui secoue le secteur. Il revient sur les révélations sur un compte à l'OACI, Organisation de l'aviation civile internationale. Et enfin, Côte d'Ivoire, un meeting de soutien à Alassane Dramane Ouattara, lequel a réuni des commerçants sur initiative du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Encore une fois, merci de nous suivre. Le président de la Commission électorale nationale indépendante et le ministre de l'administration territoriale ont procédé ce mardi 13 octobre au lancement des travaux de l'audit du fichier électoral. L'objet de cet audit est de montrer que le fichier électoral est propre, absent d'irrégularité et digne d'organiser des élections. Les résultats seront remis à la CENI avant le 21 octobre prochain et avant d'être communiqués au public. La cérémonie d'ouverture de l'audit du fichier électoral avec Maxime Jean-Eudes Bambara et Uriel Kaboré. À travers cette signature du code de bonne conduite et de la feuille de route, les représentants de la classe politique, opposition et alliance des partis aux formations de la majorité présidentielle donnent ainsi le feu vert à l'équipe des auditeurs du fichier électoral de mener leur travail. Cet audit demandé par la classe politique vise à lever tout soupçon et de s'assurer de la crédibilité du fichier électoral, gage des élections législatives et présidentielles transparentes et incontestables. C'est une étape décisive donc dans tout le cheminement que nous avons souhaité et revendiqué, qui est de nous assurer que nous avons un fichier autour duquel il n'y a pas de contestation possible. Quand nous avons vu que les forces de défense et de sécurité, les forces de sécurité, police et gendarmerie, notamment, ont ici et là, en tout cas, mené des opérations qui ont permis de mettre la main sur des convois, de gens qui venaient faire des enrôlements dans des endroits où ils n'habitaient pas. Donc nous avons soupçonné qu'il y ait peut-être quelque part des officines qui font des doubles enrôlements. Et notre crainte est devenue beaucoup plus grande quand on s'est rendu compte que certaines de ces personnes-là étaient convoyées par des partis qui participent à la gestion du pouvoir d'État. Comme on dit, quand on découvre quelque chose, il faut toujours se poser des questions sur ce qu'on n'a pas découvert. Comme vous l'avez constaté, c'est d'accord parti que nous avons souscrit au code de bonne conduite et à la feuille de route qui a été déclinée pour permettre aux auditeurs de faire dans le comité des experts représentés par la configuration de la CENI, à savoir la société civile, l'opposition et la majorité, pour suivre tout le déroulé de l'audit. Le comité chargé de l'audit est composé de 22 personnes, dont des représentants de la classe politique, de la société civile et de 8 experts internationaux proposés par l'Organisation internationale de la francophonie, par l'Union européenne et par l'Union africaine. Ces auditeurs travailleront en conclave jusqu'au 20 octobre prochain afin d'aboutir à un rapport final signé par toutes les parties prenantes. Dans le comité d'audit, tout le monde est représenté. La majorité est représentée par 2 personnes, un informaticien, un politique. L'opposition est représentée par un informaticien, un politique. La société civile est représentée également par 2 personnalités. Et ensemble, nous allons pendant une semaine, parce que le laps de temps qui nous reste n'est pas aussi important, il nous faut l'obligation, la loi dit qu'on doit forcément publier la liste électorale définitive le 22 octobre. Donc il nous faut tenir ce délai. Il y aura 5 comités qui vont se réunir d'ici à lundi. Et ce, tous les 2 jours. Des comités qui dureront tout au long de la journée et qui permettront justement de présenter chaque sujet et d'en débattre. Les sujets sont variés, donc dès aujourd'hui et dès demain,
Sera abordé le cadre juridique, le cadre réglementaire, les opérations, le recrutement du personnel, leur sélection, les sanctions qui ont pu être prononcées, puis les données, évidemment. Évidemment, sont abordées aussi les questions opérationnelles, logistiques. Et puis, comme fil conducteur tout au long de ce travail, les différents partenaires qui seront au sein du comité, qui représenteront la majorité, l'opposition et la société civile, pourront à tout moment formuler des demandes de requête que nous opérerons sur le fichier électoral. Le top de départ des travaux de l'audit externe et indépendant du fichier électoral étant ainsi donné, rendez-vous est pris le 22 octobre prochain pour la publication de la liste électorale définitive par la Commission électorale nationale indépendante, CENI. À l'endroit justement des candidats à la présidentielle de novembre prochain, le Collège des femmes de la Confédération paysanne du Faso, CPF en abrégé, a lancé son plaidoyer. Hier lundi 12 octobre à Ouagadougou, elles ont animé une conférence de presse. La CPF a défini 8 mesures pour bâtir un Burkina sans fin. 6 femmes comptent engager les candidats à l'élection présidentielle de novembre prochain pour la prise en compte des 8 mesures du manifeste dans leur programme présidentiel quinquennal. Raketa Bilgo et Abdoul Rahim Niénié. La campagne de plaidoyer Les femmes rurales pour un Burkina sans fin, pilotée par le Collège des femmes de la Confédération paysanne du Faso CPF, vise à engager les candidats à l'élection présidentielle de novembre 2020 pour la prise en compte des 8 mesures du manifeste dans leur programme présidentiel quinquennal. Elles promettent donc apporter leur soutien aux candidats qui prendra en compte leurs préoccupations sans pour autant battre campagne pour un parti. Nous, on n'est pas politiciens, on ne va pas campagne pour quelqu'un, on part sur le même point d'égalité pour tous les candidats. C'est notre condition, l'amélioration de notre vie que nous cherchons. Le politicien, il cherche, il fait sa politique. Nous aussi, c'est notre politique là comme ça. Si on arrive à produire suffisamment pour le Burkina Faso, à nous prendre en charge, à être autonome en tant que productrice, pour tirer demain les jeunes dans l'agriculture, parce que chaque chose a une fin et chaque chose a une période. Le Collège des femmes de la Confédération paysanne a donc énuméré les 8 mesures de leur manifeste qui sont entre autres l'accès sécurisé à la terre, l'accès des femmes rurales au crédit, l'accroissement des dépenses publiques pour l'élevage et l'agriculture. L'accès des femmes aux intrants, équipements et infrastructures de production, de transformation et de commercialisation des produits agro-silvo-pastoraux et halieutiques. Mettre en place un mécanisme de subvention des intrants, engrais, semences, produits vétérinaires et géotechniques, et équipements des agricoles subventionnés impliquant les organisations des femmes rurales et faire respecter le quota de 50% des équipements agricoles aux femmes lors des opérations de distribution. Rappelons qu'en 2015, les femmes rurales ont mené une campagne similaire et avaient rédigé un manifeste contenant 10 mesures pour bâtir un Burkina sans fin. 5 ans après, malgré quelques points de satisfaction, les motifs d'insatisfaction restent énormes. Le ministre des Transports a fait ce matin même le point sur la gestion du fret. Cette sortie, a soutenu le ministre d'Abilgou, n'est pas une réponse à celle de la fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina. Laquelle fêtière, faut-il le rappeler, a fait une sortie hier lundi pour dénoncer sa gestion justement du dossier. Le ministre a fait l'historique de la gestion du fret au Burkina Faso et est revenu sur les avantages d'une gestion efficiente si faite par le CBC, entendeux Conseil burkinabé des chargeurs. Nadine Zongo. La gestion du fret divise depuis quelques mois le ministre d'Abilgou et certains transporteurs. Après la fêtière unique des transporteurs du Burkina le 12 octobre dernier, c'est au tour du ministre d'Abilgou de donner sa part de vérité sur la crise qui secoue le secteur des transports. La question de la gestion du fret par le CBC, Conseil burkinabé des chargeurs, est une pilule amère pour la fêtière qui estime que ses intérêts sont menacés. Pour le ministre, il n'y a pourtant pas de quoi s'en faire, car le CBC ne fait que faciliter le transfert du fret. La première opportunité, c'est d'abord qu'il n'y ait pas de pagaille. Alors, deuxième, c'est que le décret dit, nous avons maintenant, dans l'arrêté, fixé des étapes.
Par exemple, l'étape 1, le chargeur ou son mandataire, bon, quand les gens disent, ils ont dit que c'est où le coxer, je vais vous dire que c'est pas coxer, parce que le décret même dit qu'on ne doit plus avoir de coxer et c'est interdit. Soumet au CBC une déclaration de fret indiquant la quantité de la marchandise à enlever, etc. Mais vous savez, le chargeur ou son mandataire, comme je vous ai dit, ce sont les industriels, les gens qui importent, les importateurs. C'est pour eux le fret. Ce n'est ni pour le transporteur, ce n'est ni pour le chauffeur. C'est que le CBC, son conseil d'administration, est composé de ces gens-là. Parce qu'ils sont propriétaires de marchandises. Et le CBC a le rôle de les aider à amener leurs marchandises. C'est pour ça qu'à l'origine, c'est eux qui amenaient tout. Mais quand on dit qu'on a confié le fret et la gestion du fret, c'est pas vrai. C'est la partie répartition, la partie chargement, la partie émission du bon de chargement qu'on avait donné aux transporteurs. Sinon, le CBC continue de jouer son rôle de facilitation donc, du transport et de la localisation du fret dans notre pays. L'autre pomme de discorde entre le ministre et les transporteurs est le HCT, Haut Conseil des transporteurs, qui ne regroupe que 3 syndicats. D'où vient cette fêtière et pourquoi existe-t-elle en dépit de la décision du gouvernement de mettre en place une et une seule fêtière pour mieux gérer le secteur? D'où est-ce qu'elle tire sa légitimité? Autant de questions que se posent certains transporteurs qui déduisent d'ailleurs que le HCT est une trouvaille du ministre pour diviser les acteurs du secteur des transports. Une accusation refutée par Vincent Dabilgou ce 13 octobre. Dans le domaine des transports, même si c'est une seule personne qui refuse en tant qu'association, parce qu'il regroupe des gens, en tant qu'association, on rate l'idée que c'est une fêtière. Et les gens m'ont dit on va faire vote. Et j'ai mis 2 ans pour ne pas faire vote, pour pouvoir amener les gens à ce qu'il y ait une seule fêtière. Moi, je me suis refusé à créer des conditions pour qu'on en arrive à une situation en tant que ministre. C'est quand le processus s'est achevé de l'autre côté, au Premier ministère, qu'on a dit, mais dans tous les cas, l'orientation du gouvernement, c'est que nous allons prendre la gestion du décret et les fêtières, on va continuer à construire. Bon, pour le gouvernement, de 16 ou de 22 associations en arriver à 2, on a fait un progrès. Il reste à parachever. Sinon, c'est vous qui qualifiez, parce que les associations de fêtières, nous en avons aussi des gens qui se disent associations, même le propriétaire n'a même pas de camion. En plus de cette crise, d'autres points se sont invités aux échanges avec les hommes de médias. Il s'agit du classement du RENLAC sur les services les plus touchés par le phénomène de corruption au Burkina Faso. Le département de Vincent Dabilgou n'est pas épargné et est classé 4e avec un taux de corruption de 15%. Un résultat moins dramatique au regard du rapport de l'année dernière qui classait le service des transports au premier rang, se réjouit Vincent Dabilgou. Et pour davantage améliorer les indicateurs en matière de lutte contre la corruption, il annonce de nouvelles réformes. Il s'agit notamment de l'informatisation de la procédure d'obtention des titres de transport. Le bimensuel burkinabé L'événement a fait il y a peu des révélations sur l'existence d'un compte à l'OACI, Organisation de l'aviation civile internationale, et la gestion des fonds par le ministre Dabilgou. Interrogé sur la question, le ministre a donné quelques précisions, dénonçant un jeu politique pour ternir son image à l'orée des élections. On l'écoute. Quand je suis venu au ministère, j'ai trouvé un compte qui a été créé depuis des années. C'est-à-dire que je peux citer au moins 4 ministères, 4 ministres ou 5 même. On me dit, moi j'ai demandé ce compte, il sert à quoi? Ce compte permet à l'OACI de soutenir par exemple l'aviation civile. Parce que les textes changent à tout moment. Les experts dans ce domaine-là viennent à tout moment. On ne peut pas gérer l'aviation civile parce qu'ils ont un code qui leur donne une certaine autonomie. Mais ce compte aussi permet une forme de participation lorsqu'il s'agit de faire un investissement commun. Donc moi, il n'y a pas une signature de moi-même comme ça qui signe un papier pour dire il faut donner de l'argent. Quand une action doit être menée, si c'est l'OACI, c'est mené dans le sens de l'attribution que cela doit être fait. Si c'est à l'intérieur, au niveau soit de l'ANAC, soit au niveau de la DAN, ceux qui gèrent l'aéroport, qui nous donnent de l'argent pour une activité, c'est mené dans le sens de l'activité. Et ce compte est audité par les brigades donc de l'ASCE.
Moi, je sais qu'il y a eu 2 audits. Moi, je n'ai pas de problème parce que je n'ai pas pris de l'argent. Mais je fais la politique, ça c'est vrai. Et quand il y a une période électorale, je trouvais que c'était très gauche et très maladroit ceux qui ont fait ça. Parce que c'était uniquement pour salir ma propre personne. Ils sont venus parce qu'ils ont vu dans ce compte-là une enveloppe financière qui a été destinée à la réhabilitation du salon d'honneur de l'aéroport présidentiel. Mais c'était le regroupement de l'ensemble des fonds qu'on a récupérés, on a demandé à l'ensemble donc pour pouvoir. Moi, je n'étais pas ministre, je n'ai pas géré ce compte, mais nous avions tout fait pour justifier cela. Le ministre du Développement de l'économie numérique des Postes organise un panel de 3 jours pour discuter des innovations dans le domaine de la Poste au Burkina Faso. Premier du genre, cette rencontre d'échange va permettre à la Poste de contribuer à l'inclusion financière et à développer le commerce électronique. L'ouverture des travaux qui se tiennent en partie en visioconférence a eu lieu aujourd'hui même, mardi 13 octobre. Abdelrahim Niénié pour le reportage. À l'issue de ce forum, des innovations majeures vont être apportées dans le domaine de la poste au Burkina Faso. Il s'agit de développer le volet commerce en ligne et le service bancaire pour s'adapter à l'évolution de la technologie. Toute chose qui permettra aux populations, surtout rurales, d'avoir accès aux services bancaires. Dans le cadre donc, de l'inclusion financière, le gouvernement a instruit la Poste de réfléchir à la création d'une banque postale qui a vocation à être une banque populaire. La Poste actuellement collecte l'épargne, mais ne fait pas de crédit. Et donc cette dimension de crédit qui manque aujourd'hui va être complétée à travers la création de cette banque postale qui va permettre donc aux populations du Burkina, dans l'ensemble du territoire, de pouvoir bénéficier de crédits pour financer leurs activités. Les échanges vont aussi porter sur l'opérationnalisation de la plateforme IDOC qui constitue une innovation dans les services de la Poste. Elle devra permettre aux Burkinabés de se faire établir des actes d'état civil et autres documents administratifs en passant par les services de la Poste. Quelqu'un qui est né à Logobou peut rester chez lui à la maison par un clic, demander des extraits d'actes de naissance et la Poste va se charger de faire établir ces actes et de les livrer à l'intéressé à domicile. Il en est de même pour les casiers judiciaires. Cette plateforme est pratiquement finalisée. Ce forum referme ses portes le 15 octobre prochain avec des expositions à la Direction générale de la Poste et une cérémonie de remise de prix en vue d'encourager et de promouvoir les paiements mobiles. Selon les responsables de la Poste, les innovations liées au numérique vont à court terme constituer près de 80% des activités postales. Depuis le 12 octobre dernier et ce jusqu'au 15 octobre prochain, les organisations de la société civile se familiarisent avec les mécanismes de réalisation des comptes de la santé, un outil d'aide à la prise de décision et de plaidoyer au profit des OSC. L'atelier de sensibilisation des acteurs de la société civile dans le secteur de la santé a ouvert ses portes ce lundi dans la ville de Koudougou. Le détail avec Michael Tougri. Le ministère de la Santé et son partenaire, l'Organisation mondiale de la santé, outillent les organisations de la société civile sur les comptes de la santé. Des comptes de la santé qui permettent d'évaluer chaque année les dépenses effectuées dans le secteur de la santé. Au cours des 4 jours de travaux, les participants auront droit à plusieurs présentations et communications sur ce dispositif de suivi des investissements dans le domaine de la santé au Burkina Faso. Nous cherchons à savoir quelles ont été en totalité les dépenses que le pays a effectuées pour la santé et dans les dépenses, quelles sont les dépenses courantes et dit ce qu'on a dépensé pour les soins de façon courante, les prestations qu'on fait tous les jours dans les CSPS et quelles sont les dépenses pour les investissements et dit combien l'État a mis en 2019 par exemple pour construire des formations sanitaires, etc. Et dans ça, on va chercher à savoir qui dépense plus. Le rapport 2019 sur le compte de la santé constitue le 15e exercice produit par le ministère de la Santé. Il permet ainsi de disposer d'une vue globale et des données fiables de financement de la santé au Burkina Faso, mais aussi permet d'identifier les contributions des différents intervenants et la répartition des ressources dans les divers domaines d'intervention.
Lorsque nous faisons les comptes nationaux de santé, ce n'est pas uniquement pour présenter, mais c'est surtout pour que ce soit un instrument de plaidoyer. Nous suivons l'évolution des différentes composantes, des acteurs qui contribuent aux dépenses de la santé. Et ce sont des instruments de plaidoyer qui permettent de pouvoir voir effectivement que les ménages sont toujours sollicités. Après, le secteur public lui-même qui contribue à près de 40%. Mais il faut noter qu'avec la gratuité des soins qui est en marche depuis près de 5 ans et la contribution des ménages se réduit d'année en année, même si ce n'est pas encore énorme, on sent qu'il y a une réduction des contributions des ménages aux dépenses de santé. Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé a félicité le Burkina Faso pour la production régulière des résultats des comptes de la santé, un outil qui permet ainsi aux organisations de la société civile un suivi des politiques de santé au Burkina Faso, mais aussi permet d'utiliser ces résultats pour d'éventuels plaidoyers afin d'accroître le volume d'investissement dans le domaine de la santé, avec pour objectif d'offrir des soins de qualité à l'ensemble de la population burkinabé. L'association Femmes de l'Avenir a officiellement lancé sa campagne de sensibilisation sur la santé sexuelle. Cette campagne va permettre de toucher les jeunes filles de 15 à 24 ans dans les écoles, marchés et divers autres lieux. Le but, lutter contre les maladies sexuellement transmissibles, les grossesses non désirées, le mariage forcé, le VIH-Sida, entre autres. Abdoulrahim Niénié. Jusqu'en avril 2021, les membres de l'association Femmes de l'Avenir vont sillonner écoles et marchés de l'arrondissement 11 de Ouagadougou afin de sensibiliser les filles et les femmes sur la santé sexuelle et reproductive. Il s'agit d'engager une lutte contre les problèmes rencontrés par les jeunes filles, à savoir les maladies sexuellement transmissibles, les grossesses non désirées, le mariage forcé et le VIH-Sida. Pendant cette campagne, nous aurons 4 grandes animations au sein des marchés EAR. Nous avons identifié 4 marchés EAR, 3 établissements. Et au niveau des établissements, nous allons mener des conférences et projeter des films sur les IST, VIH-Sida, sur le mariage forcé et les grossesses indésirées. Nous avons constaté que les filles de 15 à 24 ans sont beaucoup victimes des grossesses indésirées et des mariages forcés. Nous avons ciblé les marchés EAR parce qu'il y a les mères qui y sont. Les responsables de l'arrondissement 11 bénéficiaires de ce projet se réjouissent de cette activité de sensibilisation. Selon eux, cette activité est la bienvenue et permettra aux populations de maintenir le cap dans la lutte contre ces maux. La communication, surtout au niveau du VIH-Sida, a pris un coup. Donc les gens se laissent aller, ce n'est plus comme avant. Et si vraiment ce projet-là, qui vient d'arriver, va, en tout cas à mon sens, ramener les gens à se rappeler que le mal là existe toujours et qu'il faut toujours s'en méfier. Et surtout, l'arrondissement 11 est un arrondissement excentré qui comporte des villages. Donc c'est ce qui fait que ce projet-là, de communication-là, va vraiment nous servir. L'association Femmes de l'Avenir a été créée en juillet 1997 et compte aujourd'hui plus de 8000 membres. Elle contribue au développement socio-économique des femmes et des populations en général. Pour cette campagne de sensibilisation, elle bénéficie de l'accompagnement de la Fondation Accra et du réseau national des associations intervenant dans le domaine de la santé, RENED. Le Conseil régional du Centre a fait un don de vivres, c'était vendredi dernier, aux personnes vulnérables issues des communes rurales et des arrondissements de la ville de Ouagadougou, composé de sacs de riz, de maïs, de bidons d'huile. Le don est estimé, lui, à environ 9 millions de francs CFA. Sanata Serré pour plus de détails. Ils sont environ 200 bénéficiaires de ces vivres, 10 par arrondissement et 10 par commune rurale. Ces vivres composés de riz, de maïs et de bidons d'huile visent à soutenir un tant soit peu ces personnes vulnérables, victimes d'inondations et des mesures gouvernementales de restrictions dues à la maladie du coronavirus. Et c'est le président du conseil régional du centre qui a procédé à la remise officielle de ces vivres. Nous avons parcouru un certain nombre d'arrondissements de la ville de Ouagadougou avec son excellence monsieur le président de l'Assemblée nationale et le maire de Ouagadougou pour aller toucher du doigt les tristes réalités au niveau de certains centres d'accueil des sinistrés. Et ce jour-là, le président de l'Assemblée nous a demandé de venir en soutien aux personnes qui traversent vraiment des difficultés. C'est suite à cela
que dans un premier temps, nous avons choisi de satisfaire des personnes vulnérables. Et je voudrais vous rassurer que c'est des personnes qui ont été identifiées avec le concours des conseillers régionaux qui sont au niveau des arrondissements et des communes rurales. Occasion pour les bénéficiaires venus nombreux au conseil régional du centre de témoigner leur reconnaissance aux donateurs du jour. Je suis très contente. C'est une joie immense qui m'anime ce soir. On remercie vraiment ces donateurs pour ce geste. Que Dieu les donne la force de continuer à soutenir nous les personnes vulnérables. Je venais pour prendre pour ma vieille. En fait, mais moi je suis très content. Que Dieu les bénisse. En fait, on est très content, c'est Dieu qui peut les saluer. Parce qu'en fait, ce qu'ils ont fait, c'est un geste très important. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est beaucoup marqué. C'est très bien, on est très contents. La répartition de ces vivres sera assurée par les conseillers municipaux. Et le président du conseil régional a d'inviter ces derniers à une meilleure répartition de ces vivres, estimée à 9 millions de francs CFA. La deuxième édition du tournoi de Maracana dénommé Allons à Kaya a connu son épilogue ce dimanche 11 octobre. La grande finale de cette compétition a opposé l'équipe de Fabao à celle de Foïté. Cette deuxième édition a été marquée par une course cycliste féminine qui s'est déroulée dans la matinée à la place Nabakoubri de Kaya, un événement patronné par le ministre Ismaël Bachir Ouedraogo, fils de la région. Sanata Seri. Ils étaient au départ 16 équipes inscrites à ce tournoi Maracana, Allons à Kaya. Après 31 matchs joués sur une période de 2 mois, ce sont les équipes de Fabao et Foïté qui se sont affrontées à cette grande finale-là. Dès l'entame du match, les deux équipes multiplient les occasions sans parvenir à ouvrir le score. La pause intervient avec le score de 0 but partout. La seconde partie du jeu ne suffira pas pour départager les deux équipes. Et c'est finalement à l'épreuve fatidique des tirs au but que les Verts vont asseoir leur suprématie en s'imposant par le score de 2-0. Vraiment, nous sommes très contents pour cette initiative qui réunit les jeunes de Kaya en particulier, généralement les jeunes du centre-nord en général. Nous sommes très contents pour cette belle initiative. Vraiment, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. On a vécu, c'est des vents. On a traversé des vents forts pour être là. Mais vraiment, on est très contents. Ce tournoi Maracana vise, selon ses initiateurs, à renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble entre fils et filles du San Matenga. L'ambiance était au rendez-vous, la mobilisation aussi. Cette deuxième édition du tournoi Allons à Kaya a connu la présence des autorités de la région. Et pour le patron de ce tournoi, le ministre Ismaël Bachir Ouedraogo, le pari est gagné. Nous avons voulu montrer que malgré les difficultés, la jeunesse de Kaya est debout et elle célèbre aussi comme tous les jeunes de Burkina Faso. Et Allons à Kaya, c'est une invite à tout le monde, à tous les, que ce soit à l'intérieur du Burkina ou à l'extérieur du Burkina, de venir à Kaya, de venir goûter aux brochettes succulentes, de prendre un peu de gadgets en cuir à Kaya. Et vous avez vu la mobilisation populaire, vous avez vu la déferlante populaire qui montre réellement que Kaya est debout et que la jeunesse de Kaya est debout. Et je pense que ça a été un succès phénoménal et qui demande encore que nous puissions aller vers donc, la 3e édition et ainsi de suite. En plus du trophée, l'équipe victorieuse est répartie avec une enveloppe financière, des ballons et un jeu de maillot. L'équipe classée 2e de cette compétition a été également récompensée. L'un des temps forts de ce rendez-vous sportif était également la course cycliste féminine. Sur une distance de 6 km, c'est Sanata Sodogo qui a franchi la première ligne d'arrivée et remporte le premier prix composé d'une moto et d'une enveloppe de 100 000 francs CFA. Côte d'Ivoire, la salle Anoumambo du Palais de la Culture de Treichville a abrité la cérémonie d'hommage des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire au président Alassane Ouattara. Le parrain de cette cérémonie, ou plutôt de cette célébration, a été le Premier ministre Ahmed Bakayoko, une initiative dans un contexte marqué par les prochaines élections. Yomba Cabré, notre correspondant permanent à Abidjan. L'argent n'aime pas le bruit, ses acteurs non plus, mais les commerçants de Côte d'Ivoire réunis au sein de leur fédération ont tenu à lever la voix pour rendre un vibrant hommage au président Alassane Ouattara, loin de tout calcul politique électoraliste, selon Madame Pila.
Nous avons dit que c'est une action qui regroupe en son sein tous les partis politiques. Quand on dit commerçants, on a les autres partis, certes le RHDP, mais nous avons aussi les autres partis. Mais c'était pour mener, pour apporter notre soutien, dire merci au président de la République pour toutes les actions menées. Aujourd'hui, on va tranquillement du nord au sud, de l'ouest à l'est, sans problème, sans barrage. Et les femmes sont approvisionnées. Et nous aussi, nous n'avons plus les tracasseries douanières. C'est une fluidité véritablement dans notre domaine d'activité. Le ministre du Commerce n'a pas manqué d'énumérer les acquis glanés au profit des commerçants pendant les 2 mandats du président Ouattara. Tous les acquis du commerce au titre des 8 dernières années, en citant toutes les réformes qui ont pu être enregistrées au niveau de la loi portant sur la consommation, au niveau de la surveillance du marché, de la loi portant sur la métrologie, de la normalisation et de la promotion de la qualité, et également du renforcement des différentes structures qui permettent le fonctionnement du commerce intérieur. Quant au parrain de cette cérémonie d'hommage au président de la République, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, il a reconnu la bravoure des femmes, dont l'une d'entre elles fut sa mère battante, commerçante en l'absence de son père, qui a tenu les rênes de la famille avec le peu d'argent qu'elle gagnait de son petit commerce. Je suis le fils d'une femme commerçante. Je suis le fils de Mayama Bakayoko, qui vendait au marché d'Agamé. Et tout petit, à l'école primaire, j'allais l'accompagner les jeudis, quand j'avais pas cours, au marché, sur son étal. Et je suis témoin que grâce au travail de cette femme, parce que mon père était élève ingénieur en stage en France, ses enfants ont eu à manger, ses enfants sont là à l'école et son enfant est là aujourd'hui. Il faut noter qu'une motion de soutien à la candidature d'Alassane Ouattara a été lue au cours de cette cérémonie au nom de la Fédération des commerçants de Côte d'Ivoire, dirigée par Farikou Fofana, maire de la commune d'Adjamé. Une actualité ivoirienne qui marque le point final de ce 20h que j'ai pris plaisir à présenter. Et parlons justement de la Côte d'Ivoire, ne nous quittez pas, puisque tout à l'heure à 20h35, Bernard Bougouma, le chef de desk politique de TwiTV, recevra pour vous Afin Guessan du Front populaire ivoirien. Ils discuteront de son offre politique et de la question de la désobéissance civile. Élément donc à suivre tout à l'heure. Ceci dit, je prends congé de vous et bonne suite de programme toujours sur TwiTV.